Passons maintenant à la troisième et dernière partie de cette émission. Le constat est posé, la mode des régimes d'exclusion se répand en France. Pourtant, on l'a vu, aucune étude scientifique ne valide leur intérêt, en dehors évidemment des cas d'allergie ou d'intolérance avérés. Reste maintenant à savoir ce que l'on peut dire et faire face à des patients de plus en plus nombreux qui adoptent de tels régimes. Mais aussi plus généralement, comment renverser la vapeur pour que l'info l'emporte sur l'intox. Alors je rappelle que vos questions sont les bienvenues sur Twitter, #SereinsLive. Pour ouvrir cette discussion, je vous propose de retrouver le docteur Francis Abramovici. Il nous explique comment il réagit face à certaines idées reçues. Le cabinet médical, c'est le lieu de parler de l'intimité des gens et de leur vie de tous les jours et de leur alimentation, bien entendu. Ça a deux inconvénients. C'est un, que ça prend du temps. Et donc, il faut quand même avoir le temps. Et en médecine générale, nous avons aujourd'hui un problème de temps. Et puis, le deuxième inconvénient, c'est que si les gens viennent me demander conseil pour ça, je vais leur donner l'état de la science, l'état du bien-être qu'ils peuvent en apporter ou en ressentir, et puis les aider à faire leur choix. Mais s'ils viennent juste me dire qu'ils font comme ça, alors je rentre dans le domaine de leurs valeurs, de leurs croyances, et là, ça peut prendre un temps long qui peut mettre en péril notre relation de confiance. Nous sommes débordés d'informations, trop d'informations tue l'information. Le problème de l'Internet est un problème qu'on y trouve le meilleur et le pire. Les gens qui vont lire les messages des naturopathes, après tout, il y a peut-être des naturopathes qui sont des gens utiles, comme il peut arriver que des diseuses de bonne aventure ou d'autres pratiques aident les patients, et que si c'est aidant, pourquoi pas. Le problème des naturopathes, c'est que de toute façon, les gens qui n'ont pas senti que la science ou le médecin officiel les avait aidés vont aller chercher ailleurs. C'est sûrement médecin de le faire et je pense que c'est important d'avoir des sites de référence, que ce soit en domaine de nutrition, en domaine de santé publique ou d'autres choses, et que ces sites de référence ou d'antibiotiques, on a eu le problème avec les antibiotiques par exemple, je pense que non seulement c'est aux médecins de le faire, qu'il faut qu'il y ait des références, que ces références elles doivent être sur Internet, elles doivent être validées, elles doivent exister. C'est autre chose que d'aller combattre. Affirmer, poser et qu'on puisse trouver sur Internet des sites référencés qui aient de la valeur, qui disent la limite de la connaissance et qui disent jusqu'où on sait et où est-ce qu'on ne sait pas, c'est indispensable. Ça doit exister. J'en ai besoin et je dis aux gens sur Internet qu'il y a du meilleur et du pire. Tenez, on va aller voir le meilleur ensemble. Alors Olivier Bernard, je vous fais réagir encore une fois aux propos du docteur Abramovici. On voit qu'en gros, ils font ce pas tête baissée, ils ne contredisent pas frontalement ses patients. Vous adoptez-vous la même stratégie dans votre officine? Tout à fait. Puis vous m'avez posé la question un peu tout à l'heure. Vous disiez, est-ce qu'en disant comme le client ou le patient, est-ce que vous ne le confortez pas dans vos croyances? Mais en fait, le piège, ça serait d'arriver de front et puis de dire, ce que tu penses, c'est pas vrai. Moi, j'ai la science, je connais la science et moi, je te dis que c'est faux. Les gens ne répondent pas très bien à ça, puis je ne pense pas que personne ici répond bien à ça non plus. Un des problèmes auxquels on fait face en ce moment, c'est qu'il y a une forme de méfiance qui s'installe par rapport au système de santé en général, par rapport aux professionnels de la santé. Puis les professionnels de la santé ne sont plus la source numéro 1 d'information maintenant. On a l'Internet, comme on le mentionnait juste avant. Puis l'Internet, c'est convaincant. L'Internet, c'est des histoires chocs, c'est des histoires percutantes qui sont basées beaucoup sur des anecdotes qui ont beaucoup de poids. Puis ça résonne chez les gens parce que tous ces modes-là, les modes sans gluten, sans lait, etc., ça origine toutes des inquiétudes. Les gens ont des inquiétudes et puis on doit les adresser, ces inquiétudes-là, on doit les accueillir et pas les rejeter. C'est pour ça que vous avez créé votre blog, parce que vous vous êtes rendu compte finalement que dans le cadre de l'officine, dans cet espace-là, vous ne pouviez pas répondre à ça? C'est plus facile finalement, entre guillemets, sur Internet? On peut le faire à l'officine, mais c'est très difficile, c'est très demandant, c'est très exigeant. Et puis, il faut le faire aussi d'une façon qui est peut-être un peu différente. Donc, souvent, les gens ont l'impression que les professionnels de la santé sont un peu déconnectés de leur réalité, qui ont un discours vieillot, un discours dépassé, qui ne parlent pas leur langage. Puis ça, je pense que c'est important qu'on s'ajuste, nous aussi, qu'on se modernise comme professionnels de la santé. C'est un peu plus facile à faire sur le web qu'en vrai. C'est plus facile, par exemple, d'utiliser l'humour. De parler de soi-même aussi, de montrer sa propre vulnérabilité, de faire preuve d'autodérision. C'est plus facile à faire sur le web que de faire en vrai, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui est faisable dans toutes les facettes de notre travail. Est-ce que c'est efficace l'humour? Est-ce que vous avez pu constater que vos messages passaient finalement? C'est extrêmement efficace. Puis en fait, c'est pas l'humour nécessairement,
mais c'est les émotions, parce que c'est ça que les gens recherchent après tout. Quand vous allez sur Internet, vous lisez justement des sites de simili-propagande, c'est uniquement des arguments basés sur l'émotion. Ouais. On a rarement des discours vraiment rationnels sur le gluten, sur le lait, on a parlé des vaccins tout à l'heure. C'est des arguments émotionnels où on appelle à des choses qui sont très personnelles, qui nous font peur. Donc, je crois qu'on doit utiliser les mêmes moyens, mais d'une façon qui est positive. Donc, ça peut être l'humour, ça peut être des anecdotes qui nous touchent, ça peut être des histoires qui peuvent être tristes même parfois. Mais je crois que quand les gens, on est capable de toucher leurs émotions d'un certain point, on vient chercher quelque chose de plus. Je pense qu'après l'information plus théorique, elle entre beaucoup plus facilement par la suite. Est-ce que vous pensez quand même, professeur Jean-Michel Le Saffre, que dans le cadre contraint un peu d'une consultation, le professionnel de santé, il doit quand même s'attaquer aux idées reçues? Est-ce que c'est son rôle? Je pense qu'il doit faire preuve de pédagogie, il doit expliquer, il ne doit pas imposer, parce que ce n'est pas en imposant qu'on va réussir à convaincre. Je partage tout à fait votre façon de faire. Je pense qu'il faut aussi parler de soi, il faut... Il y a toujours une petite part de vérité dans les problèmes que les gens ressentent, et puis on est là pour les accueillir. Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on soit quand même clair, franc sur nos convictions, qui sont basées aussi sur des données scientifiques. Donc moi, je suis un peu plus prudent que Abramovici, que je connais bien, qui, lui, dit finalement, le patient, je vais m'accommoder, il va s'accommoder à moi, il ne faut pas trop le déranger. C'est un danger, parce que on peut aussi finalement cautionner des choses. Moi, quand je vois des gens qui font des régimes, je vois de plus en plus de gens âgés, de 75 ans, qui se mettent à supprimer des aliments, mais vraiment en vrac, mais c'est dramatique. Je leur dis franchement. Mais bien sûr, il faut le dire à la fois avec force, mais à la fois avec douceur. C'est évident. Gérald Bronner, vous disiez tout à l'heure que ça ne nous avait pas échappé, il y avait la révolution avec l'arrivée des réseaux sociaux et d'Internet. On a vu que ça permettait de diffuser effectivement ces idées fausses. Est-ce que vous croyez que ça peut être aussi le lieu où on corrige, où on fait passer des messages de santé publique? Non, mais c'est le cas, déjà. Évidemment, c'est ça le problème. C'est la question de la visibilité du message. C'est pour ça que l'humour est une des façons de répondre. Et, le blog d'Olivier Bernard est vraiment excellent de ce point de vue. Et pourquoi c'est une façon de répondre? Ce n'est pas une façon de convaincre, je crois. Je serais un peu plus pessimiste. Je pense que quelqu'un qui est convaincu, par exemple, que ceci est dangereux, va être éventuellement blessé par votre humour. Mais en revanche, donc il ne va pas être forcément convaincu par l'argument de l'humour. Mais ce que permet l'humour, c'est de rendre votre message viral, c'est de donner une grande viralité. Parce que ce qui compte, c'est quand même un peu un bras de fer qui est en train de se nouer sur cet espace de l'information qui est relativement anarchique. Donc la question est de savoir, puisqu'il y a une dérégulation du marché de l'information, c'est de savoir qui va l'emporter. Est-ce qu'on peut compter, par exemple, si on a beaucoup d'espoir et qu'on est très optimiste, on se dit finalement le vrai va finir par l'emporter, le vrai, le mieux argumenté. J'aimerais le croire, mais j'ai des doutes. Peut-être est-ce vrai à long terme, ça je n'en sais rien. À court terme, en tout cas, ce n'est pas forcément ce que j'observe, parce que précisément, si l'humour peut être très viral, la peur, la surestimation des risques, la prise en compte des coûts plutôt que des bénéfices d'une proposition alimentaire sont aussi très viraux, eux aussi. Ces propositions sont dotées d'une grande viralité. Donc, dans ce marché dérégulé, en effet, il faut, là je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, il ne faut pas rompre le dialogue. Rompre le dialogue, chercher la confrontation, c'est certainement pas comme ça que vous allez convaincre. Mais en revanche, il ne faut pas non plus mettre, en effet, son drapeau dans la poche. Il n'y a pas de raison de faire croire, de laisser un individu s'enfermer dans une croyance qui est fausse. En fait, il faut qu'il sache qu'il existe des alternatives à la façon dont il voit le monde. Mais comme vous dites tout à l'heure, vous l'avez mentionné un petit peu, c'est-à-dire que quand une idée commence à s'installer, une idée fausse, il faut déployer encore plus d'énergie pour la contrer. C'est beaucoup plus difficile de contrer quelque chose qui s'est installé que de diffuser une idée au départ. Ce qui est très important, c'est qu'une idée, on va dire, vraie ou en tout cas mieux argumentée, existe déjà et qu'elle soit disponible. Le problème, c'est que ce qu'on constate sur ce marché, c'est qu'en quelque sorte, ceux qui sont les plus motivés, et malheureusement ce sont souvent les croyants et les militants, réussissent à instaurer dans cet espace dérégulé ce que j'appelle des oligopoles cognitifs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement des formes de domination dans l'espace, parce que cet espace est libre et donc en fait il n'y a pas de chaise vide. Si vous laissez une chaise vide, quelqu'un viendra prendre la place.
Et le problème, c'est que si vous ne croyez pas, par exemple, que ceci est dangereux ou cela, vous n'êtes pas un professionnel, pourquoi est-ce que vous iriez consacrer une partie de votre temps à aller lutter sur les réseaux sociaux, à faire ce que fait le pharmacien sur son blog, etc. etc. Donc en fait, toutes les formes de despotisme, si le mot n'est pas trop fort, savent toujours profiter de l'apathie des gens de raison et des gens de bien. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas la dérégulation du marché de l'information, c'est un outil formidable Internet. Le problème, c'est que les gens de raison n'ont pas pris toute leur place dans l'espace public. Alors justement, c'est une bonne remarque que je voulais vous poser, c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle... Comment on fait parler cette majorité silencieuse? Parce que finalement, ok, on entend parler de ceux qui sont contre le gluten, contre le lactose, qui mènent des combats, mais une majorité de gens n'ont pas éliminé et ne s'expriment pas. Comment on fait pour faire ressortir ceux qui finalement croient à ces régimes Il ne faut pas opposer les choses entre des croyances contre d'autres croyances, parce qu'on n'est pas dans ce domaine-là. En fait, il y a des croyances d'un côté, et puis il y a la science qui oscille, qui progresse. Il y a des choses qu'on savait pas autrefois et qui sont maintenant connues. Moi, je reste quand même assez modeste sur nos connaissances. Il faut qu'on soit très prudent dans notre connaissance. Il faut aussi peut-être qu'on fasse un peu notre truc autocritique. Les médecins, pendant longtemps, ont eu le pouvoir en disant « moi je sais, j'impose et je vous dis tout ». Puis en fait, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est les opposants qui ont la même démarche très arrogante en disant « mais moi, vous savez, la médecine, il ne faut pas trop y croire ». Moi, je vais vous guérir. Moi, je sais, Je vais vous guérir, je guéris tout. Et justement, les autres sont des ignorants. Et il faut bien se rendre compte que quand on soigne quelqu'un, que ce soit une vraie médecine ou une pâte à médecine, il y a toujours toujours un risque de mettre la main sur l'autre, de poser la main sur l'autre comment dire, une forme de manipulation. La nutrition, d'ailleurs, la diététique, est une forme de manipulation. Si vous voulez imposer, si vous voulez comment dire, dominer quelqu'un, vous lui imposez deux choses, un régime d'exclusion et la privation du sommeil. Il faut savoir que beaucoup de mouvements anti-lait ou anti-gluten, pas les gens, beaucoup de mouvements, sont aussi sous-tendus par des gens qui ont des idées sectaires, où c'est toujours dominer, maîtriser l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on se... Et soyons nous aussi attentifs à ne pas avoir cette attitude arrogante de mainmise sur les gens. Gérald Bronner, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, que je voulais évoquer avec vous, c'est l'industrie agroalimentaire quand même. Le marché du sans gluten, je crois qu'il a plus que doublé l'an dernier en France. Au niveau mondial, les spécialistes prévoient que ce créneau atteindra les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2020. On lutte aussi contre ça. Comment on fait pour lutter contre ce phénomène-là? Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment on fait pour lutter contre ce phénomène-là. Ce qui est évident, c'est que ceux qui croient, qu'ils viennent de groupes sectaires ou autres, que je dirais, l'économie de marché va avoir à souffrir de la promulgation de ce type de régime se trompent complètement. S'il y a bien quelque chose qui est vorace et qui se nourrit de tout, c'est le marché. S'il y a une demande, il y aura une offre qui se créera. Peut-être pas là où elle se créait auparavant, mais elle se créera. Et ce n'est pas du tout le genre de proposition qui va mettre en danger notre système, comme le croient certains. D'accord, ce n'est pas eux qui vont nous manipuler. Eux, ils vont surfer sur la vague. C'est ça que vous nous dites globalement. Ce sont des professionnels qui vont offrir ce qu'on leur demande. Les supermarchés étant la meilleure... ce n'est pas par compulsion idéologique que les supermarchés proposent des rayons anti-gluten ou bio, etc. Je pense que c'est simplement parce qu'ils ont pressenti qu'il y avait une demande forte. Et ils sont là pour répondre à cette demande. Olivier Bernard, en préparant cette émission, on a évoqué ce qu'on disait tout à l'heure, cette majorité silencieuse des gens qui finalement ne sont ni opposés au gluten, mais qu'on n'entend pas finalement. Et vous me disiez, j'aimerais que vous évoquiez ça, il y aurait une nouvelle forme de militantisme à inventer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ça veut dire quoi concrètement? Une nouvelle forme de militantisme? Bien, en fait, il y a quelque chose de vraiment important qui a été mentionné tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, vous disiez, on parlait de convaincre. Il y a des gens qu'on n'arrivera jamais à convaincre. D'accord? Ça, c'est vraiment, c'est la première chose qu'on doit réaliser. Puis quand on est sur le web, on s'en rend compte instantanément. Mais ce n'est pas à ces gens-là qu'on s'adresse. On s'adresse vraiment aux gens qui sont, moi je les appelle sur la clôture, là. Donc des gens qui sont un peu entre les deux. Donc, qui ne savent pas vraiment de quel côté ils penchent. Ça peut être des parents qui sont inquiets pour leurs enfants, par exemple. Puis moi, c'est ça que je vois. C'est vraiment une minorité, les gens qui sont durs, qui croient dur comme fer à telle chose. Puis souvent, quand on creuse un peu, c'est pas juste le lactose, c'est pas juste le gluten, c'est aussi plein d'autres croyances un peu étranges. C'est ces gens-là qu'il faut allumer.
Il faut allumer ces gens-là à se battre finalement pour que la bonne information se promène un peu partout. Il faut aussi allumer les gens à faire attention à ce qui est dit dans les médias. On n'en a pas parlé beaucoup, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se transmettent dans les médias. Les médias traditionnels, vous voulez Les dire? médias traditionnels, par exemple, la télé, la radio, les journaux, souvent, c'est de l'information qui n'a pas toujours été filtrée par des journalistes scientifiques. Et puis, on voit toutes sortes d'absurdités dans les médias. Puis encore là, les gens croient que c'est vrai. Donc, à un moment donné, je crois qu'on doit donner les outils aux gens pour qu'ils soient capables eux-mêmes de différencier un peu le vrai du n'importe quoi ou qu'est-ce qui est douteux puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Très bien. Alors, nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Je vais vous demander à chacun un mot de conclusion. Et en fait, encore une fois, lors de la préparation de l'émission, je reviens vers vous, Olivier Bernard, vous m'avez confié, concernant l'alimentation, nous sommes en train de perdre la bataille. Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez finalement que ces promoteurs de régime miracle vont gagner? Moi, je suis persuadé qu'un des gros problèmes, c'est que les professionnels de la santé ont peur. Ils ont peur de se prononcer, non seulement en personne. Donc, ils ont peur d'être, comme vous disiez, Dr. Lessard, tout à l'heure, d'être très direct, en fait, ou d'être sûr de leurs convictions. On dirait qu'ils ont peur de ça. Ils ont peur d'émettre des opinions fortes. Ils ont peur de se prononcer dans les médias. Ils ont peur de se prononcer sur le web aussi. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est d'autres personnes qui prennent notre place. Puis comme on est à l'ère de tout le monde est un expert, mais ce n'est pas toujours les personnes les mieux placées qui prennent notre place. Donc, je crois que les professionnels de la santé doivent définitivement combattre la mauvaise information un peu partout, en vrai, sur le web, dans les médias. Professeur Le Cerf, optimiste, pessimiste, vous, sur cette bataille? J'aurais un fond d'optimisme quand même, parce que manger quand même, c'est autrement plus sympa que ces histoires de gluten et de lactose. Ouais. Et donc, globalement, les gens, ils vont exprimer des choses comme ça, mais ils en ont marre en fait, c'est compliqué, c'est pas rigolo. Ouais. La fois dernière, j'étais à Milan à l'exposition universelle, je mangeais avec des Américains. La première Américaine, elle dit « moi je suis au régime sans lait ». « Oh, ben, je dis c'est très bien ». Le deuxième, l'Américaine, dit « moi je suis au régime sans gluten ». « Eh bien moi, qu'est-ce que je fais? On n'a pas pu manger ensemble. On ne peut pas manger ensemble. C'est impossible, parce que le serveur, il ne savait plus où donner la tête. Et donc, moi, je pense, si vous voulez, qu'il ne faut pas oublier que notre alimentation n'est pas que quelque chose qui est là au service de la nutrition nutritive, pour notre santé, certes, mais il y a beaucoup d'autres missions et de rôles à la nutrition. Il y a le plaisir alimentaire, extrêmement important. Et ça, entre nous, ça l'emporte toujours. On voyait très bien tout au début le gars qui dit bah, « moi, quand même, pain, fromage, charcuterie et vin, franchement, hein, je ne vais pas faire l'impasse. Ouais. » Et puis, il y a aussi le plaisir partagé. Donc, le partage alimentaire, ces dimensions-là, je pense qu'il ne faut pas les perdre et elles reviendront toujours en force, sauf à perdre notre âme, c'est-à-dire perdre notre dimension humaine de l'acte alimentaire. Et vous, Gérald Bronner, vous aviez l'air de dire quand même que vous étiez plutôt pessimiste tout à l'heure. Je suis une nature optimiste, mais en même temps, je crois que l'histoire n'est pas écrite. Ça va dépendre exactement de ce qui va se produire et entre autres choses de ce qui a bien été dit, c'est-à-dire de la possibilité de susciter ou pas une nouvelle forme de militance. Chez les citoyens ordinaires, sans aucun doute, on va dire de raison un peu éclairée, mais peut-être qu'il faudrait une avant-garde en quelque sorte. Et dans les domaines de santé, oui, où sont les professionnels de santé? Je sais qu'il y en a qui se battent sur le terrain, sur les réseaux. Ce n'est pas forcément fonder une association, c'est consacrer ne serait-ce qu'un quart d'heure par semaine de son temps à aller défaire un certain nombre d'idées reçues. Oui, ça va dépendre de ça. Très bien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je tiens à dire un grand merci à nos invités qui, je l'espère, je suis sûre même, vous ont apporté un éclairage, mais aussi des clés pour agir. Merci aussi à nos partenaires médias, Kinésithérapie Scientifique, premier site et premier mensuel de kinésithérapeutes, Kiné Actualité, premier hebdomadaire de kinésithérapeutes, et Egora, le premier média connecté des médecins. Enfin, un grand merci au Tank, ce très bel espace de coworking qui nous a accueillis aujourd'hui. Si vous le souhaitez, vous pourrez revoir cette émission sur le site serein.org à partir du 2 juillet et vous pourrez y retrouver toutes les références des études que nous avons évoquées, mais aussi des livres de nos invités. En attendant, bonne soirée à tous et surtout, bon appétit. C'est où qu'on va s'évanouir?